Bienvenue, bonsoir. On va vous parler, alors on en a parlé un peu les 3 dernières années, de l'exploitation qu'on a fait du cas d'un échouage de baleine à bec au nord de l'île de Ré, à la pointe de Grignon. Et on va en parler avec l'équipe de chercheurs qui est autour de moi pour la plupart et dont un est en ligne. Et en fait, cette histoire, elle démarre comme une enquête de police pratiquement, puisque le 2 février 2021, une baleine à bec s'échoue au nord de l'île de Ré. À partir de ça, l'équipe de l'Observatoire Pélagis, Jérôme, va faire ce qu'on va appeler une nécropsie. Et très vite, on se rend compte que son état physiologique est incompatible avec une mort qu'on qualifiera de naturelle. Que a priori, même quand on regarde de près, il y a un peu beaucoup de sang partout. Donc il y a eu un choc important, un choc intérieur à extérieur. Donc l'hypothèse d'un son très fort va arriver. Faire un son très très fort dans l'eau, il y a peu de moyens qui y arrivent. Il y a des moyens, ça c'est l'équipe de mouvement d'eau. Beau jeu. Il y a les gens qui recherchent du gaz et du pétrole. Donc on passe les 2, 3, 4, 6 000 à ceux qui peuvent faire ça. Il n'y avait personne à l'eau à ce moment-là. On passe des coups de fil aux gens qui font des travaux pour les plateformes éoliennes, parce qu'il faut qu'ils gardent les fonds avant de mettre les fondations. C'est pas eux aussi, eux non plus. Donc il restait une hypothèse qui était vraisemblable, qui est celle d'un sonar à usage de l'armée, en fait. Et il se trouve qu'il y avait une frégate qui était effectivement en essai à cette période-là et à cet endroit-là. Et à partir de là, on a fait un choix qui est de travailler ensemble à plusieurs. Et quand je dis plusieurs, c'est en fait on est une équipe de 12. Et cette équipe de 12 a travaillé avec ses sensibilités, avec ses expériences. Donc quand on prend la liste, il y a Eric qui est un spécialiste de l'acoustique du Bureau Veritas, Kraël qui est spécialiste de l'éco-conception et qui travaille dans l'entreprise qui faisait les essais de ce bateau gris parce que les produit, ces bateaux gris. Il y a Cécile qui est sémiologue, qui a travaillé énormément sur le programme aussi. Agnès, qui est au lien en charge des questions de droit et de droit de la mer en particulier. Et le sujet est éminemment fort quand on parle du programme de la mer ici. Et Jérôme, donc, qui est le co-directeur de l'Observatoire Pélagis, qui pour une fois n'avait pas à gérer un échouage de dauphins, mais un échouage d'une espèce un peu plus importante. On a fait un premier travail, en fait, qui était de retracer, en fonction de l'état de conservation de la baleine, son trajet. Donc, elle s'échoue le 2 février. Et l'Observatoire Pélagis arrive à remonter, c'est cette image que vous avez ici. Donc, elle s'échoue ici à la pointe de l'île de Ré. Et puis, on sait qu'elle est morte dans la première semaine de janvier. Et on arrive à sortir une position par jour. Et on a un premier problème, en fait, c'est que vous voyez les points rouges qui correspondent aux 6 jours pendant la période où on peut imaginer qu'elle soit morte. Et ces points-là sont très proches ou dans ce qu'on va appeler une aire marine protégée. Et l'aire marine protégée, c'est une mer celtique qui a un Natura 2000, qui prévoit, depuis qu'il existe, que une certaine liste d'espèces qui soient protégées. Bien sûr, cette baleine est sur la liste en question.
Cette aire marine protégée, elle existe depuis 2018 et on en parlera vraisemblablement après. Les règlements de son exploitation n'ont jamais été publiés. En fait, on a dit qu'il y avait une aire marine protégée à cet endroit-là. Ça s'est arrêté là. Dans le trait rouge, dans le cercle rouge ici, c'est le lieu où on avait donc une frégate en train de faire des exercices anti-sous-marins. Elle sort de travaux, donc elle repart en mer. On est là pour checker si tout va bien, en fait, et si les instruments qui sont à bord travaillent bien, fonctionnent bien. J'ai oublié Jean-François Catch, Jean-François Bourrier de Ifremer qui est là aussi, et qui lui est plutôt spécialiste de géosciences, en fait. Et c'est intéressant aussi qu'il travaille avec nous parce que ce sont des types de matériel que Ifremer a aussi à bord de ces bateaux avec des règles de fonctionnement qui ne sont pas exactement les mêmes que celles qui sont utilisées en moyenne sur des bateaux gris. Donc on se rend compte que sur la même période de 5 jours, elle meurt en gros dans cette zone-là, entre les points rouges, qui est une zone où elle est attendue parce que ce sont des grands plongeurs qui plongent jusqu'à des 3000 mètres à peu près, et qui aiment bien les environnements de canyon qui sont, on va en reparler après. Et on a cette frégate qui est à cet endroit-là. Donc on s'est dit à partir de là, ce qui nous intéresse, nous, c'est de faire en sorte que on puisse avancer ensemble, c'est-à-dire voir où sont les problèmes qui ont fait que cet accident a pu arriver, et faire en sorte que progressivement et le plus vite possible, on ait les règles qui changent pour que ça ne puisse plus apparaître une prochaine fois. Donc c'est cette histoire-là que l'on va vous expliquer. Je vais d'abord passer la main à Jean-François avant de vous expliquer les filtres que l'on a choisis pour qu'il vous parle de cet environnement, en fait, qui est très particulier. Bonsoir. Alors, je vais me mettre de côté là. Ouais, c'est un environnement, c'est une animation pour vous montrer la morphologie des grands fonds, qui s'appelle des grands fonds, et simplement ce qu'on appelle la marge continentale. On passe du plateau, c'est la continuité des terres émergées, hein, c'est les zones bleu clair, c'est le plateau continental, jusqu'au plaine abyssal, où là, on arrive à 4000 mètres de fond. Et entre les deux, on a une grande marge d'escalier que vous voyez, qui va de la côte espagnole jusqu'au large de l'Irlande, qui fait 4 km d'épaisseur, à 4 km de hauteur, et qui est entaillé de canyon. Et c'est dans cet environnement-là qu'on trouve préférentiellement des grands plongeurs. Donc, c'est une prolongation de canyons les uns après les autres, et en particulier au large de Nantes. Non, mais je continue. te laisse la main parce qu'en fait, donc là, on a une image un peu plus précise. Voilà, donc on devine les croix rouges dont a parlé François, qui sont les positions supposées de la baleine soit vivante, soit morte, qui a dérivé, et qui se retrouve sur des environnements qu'on appelle, nous, interfluves, ou des canyons. Donc les interfluves, c'est les zones, par exemple, où les pêcheurs vont pêcher les langoustines, vont pêcher la lotte, jusqu'à 400 mètres de profondeur. La limite dans les canyons, les têtes de canyon remontent jusqu'à 200 mètres de profondeur. Donc, c'est vraiment la zone qui doit être un terrain de jeu terrible pour ces baleines. Et je ne sais pas si tu as mis des films derrière. Ça vient. Voilà. On va avoir également, un certain nombre d'animaux qui vivent et qui peuplent ces fonds. Hein. Donc là, ici, on est dans le fond du canyon. Donc c'est une zone. Vous allez voir, la marge continentale, ça représente des zones de mélange pour les eaux. Il y a les eaux de surface, qui fait actuellement peut-être 10 ou 12 degrés en surface, et puis il y a 200 mètres d'eau assez chaude, et très rapidement, l'eau va tomber à 4 degrés. Ici, on est dans des eaux qui font 4 degrés à 700 mètres ou à 800 mètres de fond, mais on est quand même avec beaucoup d'animaux, parce qu'il y a énormément d'échanges. Il y a ces masses d'eau qui se mélangent, et il y a la marée qui se fait sentir dans les canyons. On est dans un univers où il y a sur les côtes de Nouvelle-Aquitaine, on a des marées toutes les 6 heures. Dans les canyons, il y a des marées toutes les 6 heures avec des courants très forts. Et donc, on a la même chose. Donc, vous avez des poissons. Vous avez, par exemple, ici l'empereur, qui est une espèce de poisson
qui vit avec un taux de reproduction, de fécondation, de maturité très très lent. On pense qu'il atteint sa maturité sexuelle vers 60 ans, ont été une ressource énorme et qui a été pêchée de façon complètement abusive dans toutes les mers du monde, que ce soit en Europe, au Canada, en Nouvelle-Zélande. C'est les stocks qui ont fait la fortune de certains armateurs pêcheurs et qui malheureusement est complètement disparu, ou quasiment disparu. Juste, je te coupe, excuse-moi. Ce qu'on voit pas bien là, c'est qu'en fait, là, on est dans les phares de la bagnole. Alors, c'est-à-dire que là, on voit plus rien depuis très longtemps. Effectivement, on doit être vers 1100 mètres ou 1200 mètres. À partir de 200 mètres, il n'y a quasiment plus de lumière. Hein. Et ça veut dire que quand il n'y a plus de lumière, dans ce monde-là, il n'y a plus que des animaux. Il n'y a plus de vaisseaux. On n'a que des animaux. Là, toutes les images que vous voyez, c'est des images qu'on a menées, qu'on a acquis dans le cadre d'un projet européen qui nous a permis d'étudier les coraux d'eau froide. Les coraux sont des animaux. Et voilà. Et là, on est non plus dans les canyons lui-même, mais dans les zones qui sont entre les canyons, qu'on appelle les interfluves. Alors, les pêcheurs appellent ça les languettes. Hein. Et on est sur des récifs, des jardins de coraux. Il y a 2 espèces de coraux constructeurs qui permettent d'attirer toute une oasis de vie, du plancton. Et qui dit du plancton dit après des poissons herbivores ou du krill. Et qui dit krill dit des céphalopodes. Et les céphalopodes, c'est la friandise des baleines à bec. Voilà. Et donc, on est ici dans leur habitat. On a à la fois leur habitat et leur restaurant. Merci. Donc, ça veut dire qu'en fait, ces premiers travaux, ils permettaient de dire aussi que les hypothèses de base sur elle meurt où et quand sont loin d'être incompatibles avec son environnement habituel, en fait. Donc, on a été plus loin. Et ça rentre effectivement en résonance avec les orientations du programme de recherche que l'on pilote avec l'esprit de Bellox, qui tente d'avoir, je dirais, une vision très élargie et très ouverte sur les écosystèmes. Et le principe de base, c'est moi, avec mes yeux de spécialiste, quelques spécialistes que je puisse être, je vais avoir une vision qui est très orientée. D'où cette idée, très vite, de mettre en place un groupe qui est assez large, ça ne se fait pas très souvent, où on travaille ensemble avec des expériences, des connaissances, des formes de sensibilité aussi, qui n'ont rien à voir les uns avec les autres. Ça rentre aussi en résonance indirectement avec le fait que le bruit est un vrai sujet important pour nous. C'est un vrai sujet qui émerge. Le bruit est très important pour nous. Quand on parle de pollution les uns et aux autres, les uns et les autres, on pense aux pollutions physico-chimiques habituelles. Et le bruit, c'est comme pour nous, je dirais, une lumière trop forte, parce que c'est leur équivalent, on va en reparler. C'est aussi une pollution extrêmement forte. Imaginez que vous êtes en boîte de nuit, il est 3 heures du matin, vous êtes un peu crevé, le bruit monte, sauf que vous allez sortir de la boîte de nuit, elle est coincée dans la boîte de nuit. C'est un peu ça. Ce qui nous intéresse aussi, c'est travailler à préparer ce qu'on va faire après à bord une fois que le bateau existera, et donc préparer les processus qu'on va avoir de production scientifique à X. À bord, on sera jusqu'à une trentaine de scientifiques ensemble, donc ce n'est pas des choses qui vont être simples à bien organiser. Et là, on s'est fait un premier exercice à 12 pour faire cette expérience-là et pour voir ce qui était simple à faire, ce qui était un peu moins simple à faire, et voir les enrichissements que ça peut apporter aux uns et aux autres. Donc, on est parti sur 3 grands chantiers, et je vous passe en même temps des images de baleines à bec du côté de Guadeloupe au Mexique, parce qu'il y a des endroits où elles vivent, et ici aussi elles vivent, hein. Sauf qu'elles ne font pas de bruit, elles n'aiment pas le bruit, et en général, elles essaient de se trouver dans des endroits où c'est un peu calme. Donc, ça, ce sont des images très rares que les équipes de Sea Shepherd avaient pu prendre en 2017 avec un drone. Du côté de Guadeloupe, vous allez voir
Là, c'est un jeune. Il y a sa mère qui va être voilà, très proche. Il y a 3 grands sujets qu'on a travaillé sur cette production-là. Le premier, on l'a dit, c'est le son. Le son, quand ça n'est plus un son, mais quand c'est un bruit. Ce que ce son signifie pour eux et ce que le son que nous, on produit va aussi impacter chez eux. Le second sujet, c'est mais au fait, c'était une aire marine protégée. Donc, ça veut dire quoi aujourd'hui, une aire marine protégée ici en France? Et le troisième point, c'est vraiment cette production ensemble, vivre ce qu'on va appeler une interdisciplinarité, voire une transdisciplinarité, y compris si le distinguo entre les mots n'est pas très, très important ici. Donc, ce sont ces 3 sujets qu'on va traiter à partir de maintenant et qu'on va partager, je dirais, avec cette expérience-là ensemble, sur lesquels on va vous proposer aussi de ne pas hésiter à réagir au fur et à mesure que les échanges vont se dérouler devant. Donc je dis pas de bêtises si je dis que c'est le plus grand plongeur. Donc l'espèce, la baleine à bec de Cuvier, et pour le moment donc la baleine à bec de Cuvier, l'espèce pour laquelle on a enregistré les plongées les plus profondes, puisque ça atteint quasiment les 3000 mètres, et les durées de plongée les plus longues, puisque les plongées les plus longues étaient autour de un peu plus de 2 h 30, quoi. Donc pour le moment, c'est voilà, l'espèce animale à respiration aérienne qui a les records de plongée, quoi, devant le cachalot. On parle du son et du bruit. Et il y a une expérience qu'on veut vous partager, que certains ont peut-être entendu parce qu'on l'avait utilisé quand on avait fait des ateliers pour Fête de la Science il y a 2 ans ou 3 ans, je crois. Ce que vous allez entendre, ce sont des orques. C'est une image de ce genre-là. Et vous allez entendre progressivement un autre bruit arriver. Et les orques sont à plusieurs. Elles vont échanger dans un premier temps. Et ensuite, il y a un autre bruit qui arrive et vous allez voir ce qui arrive dans leur environnement, en fait. Alors, c'est assez court, hein. C'est même très, très court. Donc là, c'est le bruit des orques, hein. Et il y a au fond un autre bruit qui arrive. Donc, c'est comme nous en boîte de nuit. On parle. Il y a un bruit plus fort qui arrive. Donc, premièrement, on parle plus fort. Et puis après, on essaie de se rapprocher. Et puis après, on voit qu'on n'arrive plus à échanger. Donc, et clairement, on parle plus. Si à ce moment-là, on est éloigné les uns des autres, une mère et son petit, par exemple, ils peuvent se perdre. Si ça prend des proportions encore plus importantes, puisque, encore une fois, on ne s'échappe pas de la boîte de nuit de manière aussi simple, eh ben, on peut avoir de vrais impacts. Donc, c'est le premier point qu'on va voir ensemble. Ah oui, non, avant, pardon. Il y a 3 personnes qui ont contribué au travail qui ne sont pas avec nous ce soir, qui nous ont fait des petites vidéos pour qu'ils puissent échanger et partager leur expérience avec vous. La première, c'est notre ami Nicolas Floch, qui est plongeur, qui prend des images incroyables, noir et blanc ou pas, et qui a fait entre autres des images dans le tiré à part que vous avez peut-être pris les uns les autres. Vous avez une image en noir et blanc qui a été prise à, je crois que celle-là, c'est à 1100 mètres, oui, 1100 mètres à peu près. Il y a d'autres qui est un peu plus au nord, au large presque, mais c'est typiquement les mêmes que ceux que fréquentait Zifia. Si on ne vous met pas la légende de la photo, on est facilement sur la Lune, en fait. Bon, voilà. Donc, on va écouter ce que Nicolas nous dit de cette expérience du groupe de travail. Bonjour. Je regrette de ne pas être parmi vous pour parler des leçons de Zifia. Alors, je vais vous dire ce que
je retiens un peu de cette expérience, on va dire de cette enquête, puisque c'est quelque chose d'assez particulier. Déjà, partir d'une baleine, je dirais, quand on travaille sur les représentations de l'océan, c'est quelque chose qui paraît un peu, peut-être, qui pourrait paraître commun, ou disons que dans les représentations de l'océan, c'est ce qu'on va retrouver le plus souvent, la représentation des cétacés. Mais je crois que cette enquête nous montre, nous apprend à voir aussi comment peut-être dans l'océan l'essentiel, c'est ce qui n'est pas visible. C'est-à-dire si on prend la vie déjà, la base de la vie dans l'océan, c'est le phytoplancton, c'est toute cette photosynthèse océanique qui se développe à grande échelle et qui n'est visible que par la couleur, qui n'est pas visible directement, puisque les éléments sont microscopiques, ils ne sont pas visibles directement dans les masses d'eau. Ensuite, quand on est plus profond, on n'a plus de lumière. Là où Zifia vit, on est dans la nuit noire des profondeurs, où ça n'est plus la vision, mais là ça va être le son. Ce son qui va être déterminant à plein d'endroits dans cet espace. Mais on voit aussi que la pollution sonore, comme la pollution chimique, n'est pas visible, mais est extrêmement présente dans l'océan. Donc je crois qu'en fait, Zifia nous apprend peut-être à être attentif à des éléments non immédiatement identifiables ou non peut-être visuels. Voilà, bonne rencontre à tous et à bientôt.